Hey, bienvenue sur ma chaîne. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je suis professeure d'art plastique et aujourd'hui pour cette vidéo je suis avec Nicolas qui est professeur d'histoire géo. Salut. Donc on va vous faire une vidéo un petit peu interview sur comment gérer une classe, donc comment faire. Cette vidéo s'adresse surtout aux nouveaux profs par exemple qui auraient besoin de conseils, mais aussi à ceux qui ont un peu plus d'ancienneté et qui aimeraient juste se perfectionner. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un cadre magnifique d'Islande. On va partager cette vidéo en deux parties parce qu'on a pensé que c'était le mieux à faire. Donc il y aura la première partie qui sera ce qu'on peut faire hors classe pour gérer sa classe et en classe pour gérer sa classe. Alors contrairement à ce qu'on croit, être professeur c'est vraiment très difficile, notamment parce qu'il y a des situations qu'on n'arrive pas à prévoir et qu'en fait on ne nous a jamais enseigné, c'est-à-dire que donc à l'INSPE, là où on apprend pour être professeur, on nous apprend vraiment la discipline, comment faire nos cours, etc. Mais on nous apprend vraiment pas quoi faire, comment réagir quand il y a eu quelque chose d'un petit peu grave qui se passe. Par exemple, toi Nicolas, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les choses les plus graves qui se sont passées? Typiquement, c'est une bagarre de troisième en plein milieu d'un cours. Et là, il faut réagir quand même assez rapidement parce que la première chose à faire, c'est d'envoyer un élève chercher un surveillant. Alors là, il y a deux attitudes. Il y a des professeurs qui ne se mettent pas entre les deux qui sont en train de se taper dessus. D'autres qui interviennent. Moi, ça va été mon cas. Ça m'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois, j'ai tendance à intervenir. Il faut faire les deux choses en même temps. Envoyer un élève avec qui on a confiance, il va chercher un surveillant pendant ce temps-là. On gère les deux élèves. Il faut pouvoir les calmer. Et idéalement, il faut les amener à discuter tout de suite. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour faire retomber la pression une fois qu'on les a séparés. Sachant que ce sont des bagarres qui peuvent être assez violentes. Voilà, des bagarres, des violences. Donc ça m'est arrivé également en classe. C'est un exemple personnel. Ça a été par exemple, bon pas dans ma classe heureusement, mais un élève que j'avais qui s'est masturbé dans une autre classe. Ça peut être des mots très très vulgaires, très crus, ou alors beaucoup d'actes de racisme par exemple, ou de sexisme. Et voilà, on pense que les gamins de 12 ans sont assez cool, mais ils peuvent être aussi très très cruels. C'est souvent entre eux, un peu moins envers les profs, mais ça peut aussi arriver envers vous. Alors, on va d'abord commencer en disant qu'est-ce qu'on peut faire avant le cours pour préparer au mieux et pour essayer de gérer un petit peu plus la situation. Donc la première chose que vous pouvez faire pour mieux gérer votre classe, c'est donc de déjà prévoir totalement vos cours, que tout soit ok pour vous, que tout soit clair. Moi j'ai un système de planning à cocher, comme ça je sais qu'en classe, en fonction de ce qu'on a fait, parce que moi j'ai que 55 minutes avec les élèves, et du coup comme j'enchaîne, je sais à peu près où est-ce qu'on en est, j'ai juste à cocher, ça me demande pas d'écrire ou quoi que ce soit, ça me fait gagner du temps. Comment tu fais toi pour t'organiser? Alors moi j'ai 3 heures par semaine avec les élèves, 4 heures en troisième. En général moi je prépare mes séquences une à une. Donc je sais où est-ce que je vais chaque semaine avec mes classes. Est-ce que tu fais quelque chose que tu écris avant? Alors c'est quelque chose que je faisais en début de carrière. Les 2-3 premières années, j'avoue avoir complètement lâché sur ce système puisque je sais où je vais maintenant et mes cours sont quand même construits. C'est vrai qu'à partir du moment où on connaît un peu plus son cours, etc., on peut s'autoriser cette liberté-là, mais c'est vrai qu'au début, je le faisais énormément encore l'année dernière, c'est qu'il fallait absolument savoir, limite par minute, qu'est-ce qui allait se passer. D'abord, il va se passer ça pendant 10 minutes, ensuite ça pendant 20 minutes, etc. Ça aide à savoir où on va, et je pense que maîtriser son temps, c'est vraiment la clé. Alors c'est un système qui est très contraignant, mais en fait vous allez voir qu'au fil des années, on va pouvoir lâcher ce système parce qu'on aura l'habitude en fait, finalement du déroulement de notre séance et ça se passera beaucoup mieux et on sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus souple sur la préparation en amont. Puis par rapport aussi tout ce qui est cours, moi je fonctionne en photocopie par exemple, avoir le bon nombre, etc. Ça permet d'arriver en classe beaucoup plus détendu. On n'est pas à courir partout. Enfin voilà, d'avoir préparé tout bien avant, ça aide bien. Oui, bien sûr. Là aussi, il y a la gestion du stress pour vous. Tout simplement, si vous voulez que l'élève se sente dans un cadre sécurisé, il faut que vous-même vous soyez en sécurité. Et être en sécurité, c'est déjà avoir des cours préparés à long terme, mais aussi des préparations photocopie à long terme. Comme ça, il n'y a pas d'événement de dernière minute qui fait qu'on a le stress qui monte et les élèves et la classe le sentent. Et c'est vrai qu'au collège, j'ai l'impression que les choses de dernière minute arrivent très souvent. Parce que, admettons, moi dans les 3 collèges où je suis, il n'y a qu'une seule, 2 photocopieuses
dans un collège, mais sinon il n'y en a qu'une seule photocopieuse, pardon. Et en fait, voilà, quand on est 60 profs à vouloir faire des photocopies à 8h du matin le lundi, bah forcément ça coince. Donc si vous n'avez pas pris de l'avance par rapport à ça, vous vous retrouvez en classe avec rien, et là c'est là où ça devient compliqué. Alors typiquement de mon côté, comme j'ai 3 heures semaine, il arrive que je fasse toutes mes photocopies pour un niveau sur 3-4 semaines à l'avance. Elles sont déjà posées sur mon bureau et en fait je les prends au fur et à mesure. Alors le deuxième point à maîtriser pour que les cours se passent de la meilleure façon possible, c'est tout ce qui concerne un petit peu les compétences et l'évaluation, c'est-à-dire que le travail que l'élève va faire sur 1 ou 2 ou plus semaines va faire qu'il va savoir où aller et du coup il va un petit peu être plus concentré sur sa tâche. Donc il faut absolument que ce soit très clair pour lui, donc il ne faut pas faire des consignes à rallonge où l'élève ne sait pas vraiment ce qu'on attend de lui. Il faut être le plus précis possible. Donc moi par exemple j'écris exactement ce que je veux, donc je le tourne un peu comme qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Donc je mets à peu près 2-3 compétences et des choses plus ou moins simples en fait. Il faut vraiment simplifier la tâche pour ensuite que l'élève puisse se donner l'opportunité de la complexifier lui-même. Et du coup je rappelle à chaque cours ok, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi le but, je l'écris au tableau, si l'élève ne sait toujours pas, je reparle, etc. Mais il faut vraiment que ça soit 10 000% clair pour lui, sinon il va décrocher et c'est à ce moment-là où il va commencer à bavarder ou à faire n'importe quoi. Et évidemment, pour que ce soit clair pour l'élève, il faut que ce soit très clair aussi pour vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez en tête, ok, quelles sont les compétences que je veux développer avec les élèves sur ce chapitre, quelles sont les connaissances et les savoir-faire qu'ils vont devoir acquérir, et il faut pouvoir les exposer aux élèves, parce qu'il faut qu'ils sachent, effectivement, Louise l'a rappelé, exactement où est-ce qu'ils vont. Et cela implique aussi de savoir l'évaluation qu'ils vont avoir justement en fin de séance, ou une évaluation formative en cours de chapitre. Donc vous ne piégez pas les élèves, ce n'est pas du tout l'objectif. Il faut aussi évidemment que les élèves sachent exactement les attentes lors de l'évaluation. Et donc en fait, ils vont être très clairs sur ce que vous attendez lors du cours, ils vont être très clairs sur ce que vous attendez lors de l'évaluation. L'objectif final, c'est de les faire progresser, ce n'est pas de les piéger. Maintenant, le conseil numéro 3 qu'on a à vous donner pour gérer votre classe de la meilleure façon possible, c'est tout ce qui concerne le matériel. Qu'est-ce que t'as toi? Tu utilises quoi? Alors nous en histoire géo on a 2 cahiers, idéalement un pour l'histoire, un pour la géo, l'éducation morale et civique étant dans le grand cahier. Est-ce qu'ils le prennent tout le temps? Ils le prennent très souvent. Et s'ils oublient, qu'est-ce que tu fais? Alors s'ils oublient, c'est assez simple, je pense que tout le monde a droit à l'erreur. Donc un oubli, c'est pas très grave. Par contre un oubli qui est récurrent, là ça veut dire typiquement, au bout d'un moment vous allez devoir sanctionner. Ça veut dire dans un premier temps, ça va être une observation. Alors nous on utilise plutôt Pronote, donc c'est une observation qui est envoyée au parent. Si c'est récurrent et que l'élève n'a pas ses affaires, évidemment il doit se saisir d'une feuille et d'un stylo pour continuer à faire le travail demandé dans l'heure. Mais ensuite ça peut être éventuellement un appel aux parents si ça fait 1 mois après la rentrée que l'élève n'a toujours pas ses affaires. C'est son matériel de travail. Il en est donc pleinement responsable. S'il n'en a pas au bout d'un mois, ça veut dire qu'il ne peut pas faire le travail qui est demandé. Comment tu vois s'ils le prennent ou pas? C'est vraiment juste à l'œil et tu t'en souviens ou... Alors c'est à l'œil puisque en fait ça se voit assez vite. De toute façon vous circulez dans la classe, vous voyez si les élèves ont leur cahier ou pas. Moi j'ai beaucoup d'oublis du coup parce qu'ils considèrent que c'est une matière un peu secondaire. Donc moi je demande un porte-vue pour pas avoir besoin de colle, de ciseaux, etc. Donc juste à glisser la feuille. Ça dépend de mes collèges. Il y a des collèges où tous les élèves l'ont et des collèges un peu plus difficiles où à peu près par exemple les 4e ou les 3e, il y en a 5-6 qui n'ont pas leur porte-vue à chaque heure. C'est problématique parce qu'après ils vont prendre du retard, les feuilles, les documents qui sont importants, ils ne vont pas les avoir. Ça les perd en fait. Et donc moi je fais l'appel et à ce moment-là je demande à chaque élève individuellement s'il a son porte-vue ou pas. J'ai prévenu les élèves en début d'année qu'ils auraient le droit à 2 oublis par trimestre. En histoire-géographie, ils ont un manuel. Et il arrive très souvent que des élèves, notamment en 3e, 4e, 3e, c'est moins le cas dans les petits niveaux 6e, 5e, n'aient pas leur manuel. Et donc là par contre il faut être, là je suis beaucoup plus dur, c'est-à-dire que je demande un manuel à chaque élève, à chaque heure. Et là c'est une sanction systématique, c'est-à-dire que je mets une observation.
parce que c'est leur matériel de travail. Je ne peux pas projeter absolument tous les documents tout simplement au tableau. Oui, puis c'est une charge pour nous de penser qu'après il faut... Enfin, par exemple, moi je fais le nombre de photocopies exact pour chaque élève. Si 3 fois d'affilée l'élève n'a pas le document qu'il faut avoir, ben, en fait on se retrouve à devoir penser à la place de l'élève, quelle feuille il a, quelle feuille il n'a pas, et sur 600 élèves c'est clairement impossible. Donc c'est vrai que pour moi le matériel c'est vraiment primordial parce que l'année dernière j'avais tendance à le négliger, à me dire bon bah, c'est pas grave, tout le monde oublie, puis je savais pas comment contrôler ça. Et en fait c'est vrai que ça m'a plus porté préjudice sur le long terme. Nous en art plastique se pose beaucoup la question de est-ce que le travail a le droit ou pas d'être fini à la maison. Moi je l'autorise dans le sens où certains élèves ont besoin de plus de 3 séances pour faire quelque chose. Je pense que l'art justement il faut avoir sa petite bulle de création, etc. Donc pour moi c'est vraiment pas un problème de le faire à la maison. Par contre le problème c'est de ramener la feuille, donc si on n'a pas le porte-vue, bah, forcément ils oublient leurs travaux, donc forcément la note est décalée, donc après il y a une sorte d'injustice par rapport aux autres élèves qui l'ont rendu à l'heure, alors que cet élève-là a eu 2 semaines en plus. Enfin, ouais, en fait on va courir après les choses pour récupérer les travaux, parce que certains élèves, vu qu'ils n'ont pas leur cahier, ils vont pas vous rendre l'évaluation, donc au final ils seront non notés. Et ça peut être très très problématique sur le long terme. Tout ça pour dire que sur le matériel, il faut être très ferme et se laisser 10% de marge pour les quelques oublis. Mais sur une année, ça devient extrêmement problématique. Puis c'est un réflexe en fait, s'ils voient que le prof s'en fiche un peu du matériel, bah, ils vont se dire bon bah c'est bon, voilà. Et en fait je pense que à partir du moment où ça devient un réflexe, ils savent qu'ils doivent avoir leurs affaires et c'est comme ça. Et bon. Puis il faut qu'ils comprennent que c'est pour eux finalement, puisque le travail finalement ils ne peuvent pas le faire. Et ils sont mis face à leurs responsabilités quand ils n'ont pas leurs affaires. Oui, c'est une manière de les rendre autonomes aussi. Voilà, tout à fait. Alors on va passer à un 3e point qui est sur la 4e point déjà, qui est déjà sur la disposition de la classe. Alors il y a différentes façons de disposer ces classes. On peut les disposer en îlots. C'est typiquement plutôt les classes de langue qui vont... voilà, ce sont des îlots par 4. Très souvent les élèves sont face à face. Ils vont pouvoir discuter. Ouais, l'îlot c'est fait vraiment pour l'échange, la communication. Voilà, tout à fait. Vous avez en rang, ce qui est plutôt le cas en histoire-géographie, je sais qu'en tout cas dans mon collège c'est le cas, de mes collègues, qui est plus en face à face avec le professeur. Et vous avez d'autres possibilités en U. Moi c'est n'importe quoi. Moi c'est un peu d'îlot, un peu de ça, mais j'essaye surtout d'avoir mon bureau au centre. Et comme ça me donne la possibilité de voir tous les élèves. Et je trouve que c'est vraiment bien. Donc là, il y a différentes possibilités, il faut faire des tests. J'avoue que moi, les îlots en histoire-géo, ça ne me convient pas du tout. Les tables en U, ça peut être assez intéressant. La seule limite, notamment quand on est dans un collège un peu difficile, c'est qu'en U, les élèves se voient. Donc évidemment, ils se voient à travers la salle. Donc ce qui peut entraîner des conversations, des jeux de regard, des provocations, etc. Donc c'est pas toujours l'idéal. Et ici, il faut faire plutôt des tests. Comment tu fais pour mettre tes élèves, est-ce qu'ils vont où est-ce qu'ils veulent ou... Alors moi il y a un plan de classe systématique, déjà pour 2 raisons. La première c'est que on a en moyenne 150 élèves, sachant qu'en histoire-géo et en français nous sommes les professeurs qui voyons le moins d'élèves. Donc 150 prénoms à apprendre. Si vous placez les élèves, vous avez sous les yeux en fait le nom des élèves en fonction de leur emplacement. Et ça veut dire qu'en 2-3 semaines, vous allez pouvoir apprendre le nom des élèves. Alors c'est pas anecdotique, parce que cette mémorisation, elle va vous permettre d'appeler les élèves par leur prénom. Ça veut dire qu'ils sont vus, ils sont valorisés, et ils réagissent beaucoup plus quand vous les appelez par leur prénom. Parce que déjà c'est un réflexe très humain. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus efficace dans les appels que vous faites tout simplement. Parce que vous leur donnez la parole, vous leur faites une réflexion, vous leur faites une remarque, vous leur demandez quelque chose, la réaction est beaucoup plus rapide. Si vous avez une hésitation parce que vous ne connaissez pas le prénom, l'élève peut commencer à jouer avec, faire semblant c'est moi, c'est pas moi, à qui vous parlez. Ils peuvent aussi vous donner un autre prénom. Voilà, ils peuvent on a eu un élève qui s'est appelé Maître Gims par exemple. Un élève peut vraiment tout à fait changer en fonction de où il est placé en classe. Il y a des élèves vraiment qui sont méconnaissables s'ils sont juste devant nous ou au fond. En fait, voilà, il y en a un qui peut être très agité devant nous parce que on le voit que lui, on n'entend que lui, et au fond de la classe, il est plutôt tranquille. Alors que inversement, il peut être aussi très calme
calme devant nous, alors qu'au fond de la classe, ils feraient n'importe quoi. Donc vous l'avez bien compris, hein, donc l'idée ici c'est que le professeur, quand il va rentrer dans sa classe, il soit déjà prêt. Il soit déjà prêt psychologiquement, émotionnellement évidemment, il faut qu'il soit en forme, mais qu'il soit prêt aussi professionnellement. Donc son cours est déjà prêt, il sait où est-ce qu'il va, et donc il va pouvoir emmener les élèves avec lui. Et à partir de là, nous aussi on va rentrer dans la classe et on va voir directement comment gérer une classe de 29 élèves. Tout simplement. Voilà, donc en classe maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors ici, ce qui est très important, ce sont les rituels de rentrée en classe, les rituels tout court, mais les rituels ici de rentrée en classe. Donc les élèves, on va les chercher, ils se rangent dans la salle. Donc là, la première chose qu'on peut vous conseiller de faire, c'est du coup de commencer le cours dès les rangs. Donc pas attendre que le cours commence en classe, mais vraiment avant. Pour ça, il faut attendre qu'ils soient en rang. S'ils ne le sont pas, tant pis, on perd du temps, mais au moins ça permet vraiment de scinder la partie récréation à la partie rentrée en classe. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est se mettre tout devant le rang une fois que c'est assez calme et saluer les élèves individuellement. Donc le mieux c'est vraiment de les saluer par leur prénom. J'essaye par exemple de les valoriser en disant deux choses que je remarque chez un élève. Ça peut être un vêtement, ça peut être du maquillage, n'importe quoi. Quelque chose qui va permettre de mettre l'élève, de le reconnecter avec l'enseignant et le fait qu'il rentre en classe. Donc Louise l'a rappelé, le but c'est de créer du contraste en fait entre la récréation et la classe, que les élèves comprennent bien que les règles de la récréation ne sont plus celles qui vont avoir lieu en classe. À l'entrée en classe aussi, nous ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on laisse les élèves debout, on attend le silence et ensuite on les salue et on les autorise à s'asseoir. D'ailleurs, il arrive du coup, comme ils ont l'habitude de ce petit rituel, il arrive qu'ils nous demandent monsieur, est-ce qu'on peut s'asseoir s'il vous plaît. Voilà, donc pour ça, c'est le deuxième rituel, donc c'est une fois que les élèves sont en classe, vraiment attendre le silence et leur dire là non on s'assoit pas, c'est trop bruyant, pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes du bruit qu'ils sont en train de faire. Et en fait petit à petit ce rituel il va permettre que les élèves fassent attention eux-mêmes du bruit qu'ils font. Et parfois on a des petites remarques en mode chut, la prof attend ou ce genre de choses, donc qui vont en fait nous aider sur le long terme. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut refaire à chaque fois parce que sinon ça les perd un petit peu et du coup voilà, le fait de rappeler ça à chaque fois ça permet de les ancrer là-dedans. Donc effectivement ici le but c'est de canaliser toujours les élèves pour qu'au moment de la mise au travail, ils soient tout simplement disponibles. Et cette disponibilité-là, elle n'est possible que lorsqu'ils sont calmes, lorsqu'il y a du silence et lorsque nous-mêmes, on a la possibilité de lancer le cours, tout simplement. Le troisième rituel, c'est votre entrée dans le cours directement, votre introduction d'une certaine façon. En Histoire Géo, on va particulièrement utiliser des documents qui peuvent marquer les élèves sur un point de cours qu'on n'a pas encore abordé. Quand ils rentrent en classe, pour ma part, le rétroprojecteur est déjà allumé, ils ont déjà le document principal qui est projeté. Ça peut être une photographie, ça peut être une carte, mais quelque chose qui va les marquer, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui va susciter une curiosité, de l'intérêt, voire une conversation. Et les élèves, en fait, quand ils attendent le silence, ils ont quand même déjà le document sous les yeux, ce qui fait qu'au moment où on lance le cours, ils sont déjà intéressés en fait. Voilà, ils sont déjà potentiellement intéressés ou au moins intrigués. C'est quand même ça l'objectif. Donc ça fait 3 rituels quand même, ça peut prendre 5 minutes, mais ce sont 5 minutes qui me semblent nécessaires. Le temps que tous les élèves passent du rond à l'intérieur de la classe pour pas qu'ils aient juste du temps pour bavarder entre eux et se lever. Du coup je les fais vraiment aller à leur place et sortir leurs affaires, donc ça peut être par exemple les manuels, les porte-vues, etc. et aussi le carnet de correspondance sur la table. Ça permet de gagner du temps une fois qu'on veut sanctionner l'élève par exemple, qui passe pas 1000 ans à chercher dans son sac et à la fin qu'on se rende compte qu'il a pas son carnet. Ça arrive très souvent, donc ça permet de gagner du temps si besoin. Le cours lui-même, il faut bien comprendre qu'il est extrêmement difficile maintenant de garder concentré, motivé et intriguer un élève pendant 55 minutes. Ça veut dire que votre cours, il doit être construit pour intriguer les élèves, pour vraiment les intéresser. Ça va pas être le cas à chaque heure, on va être clair. Il y a des parties qui seront rébarbatives, mais l'idée c'est quand même que les élèves se sentent impliqués, valorisés par le thème, la thématique qu'on est en train de travailler. Vous allez. Je pense que ce qui est vraiment important aussi, c'est pour pouvoir les garder le plus longtemps dans la tâche, c'est de séparer
différents groupes d'activités. Donc par exemple pendant 10 minutes on va faire une analyse d'œuvre, pendant 20 minutes il va y avoir de la pratique et pendant 10 minutes il va y avoir je sais pas un débat ou autre chose, mais vraiment que les élèves ont le plus une palette vraiment large de choses à faire, d'activités différentes, parce que si on fait juste une analyse d'œuvre pendant 1 heure, au bout d'un moment ils vont très vite décrocher. Donc je pense que pour les garder attentifs et concentrés, motivés, il faut voilà, vraiment changer souvent d'activité. Ce qui permet de souligner un élément qui est extrêmement important, c'est le rythme du cours. Les élèves doivent suivre votre rythme, même les élèves en difficulté. Vous pouvez leur apporter des éléments pour les aider, des remédiations, mais fondamentalement c'est à vous de marquer le rythme du cours. Et il faut qu'il soit extrêmement rythmé. Si vous mettez 25 minutes de mise en activité individuelle, c'est 25 minutes. Et ensuite, on passe directement, par exemple, à la correction. Ces 25 minutes, on a des possibilités, par exemple, de mettre des chronos au tableau. Les élèves voient, ok, j'ai 25 minutes pour faire cette tâche. Ils sont libres dans la tâche. Par contre, ils ont un temps imparti. Et ça permet de rythmer votre cours et ça oblige les élèves à finalement suivre votre rythme. Les rendre autonomes aussi d'une certaine manière, s'organiser dans leur temps. Gérer leur temps, apprendre à gérer son temps, c'est un apprentissage comme les autres. Et ici, dans la gestion du rythme, c'est à eux de s'y mettre. Il ne faut pas hésiter à les pousser un petit peu. On s'aperçoit en fait finalement en cours d'année, même dès la fin du mois de septembre en réalité, que les élèves qui étaient un petit peu en difficulté à poursuivre le rythme, finalement ils se mettent à la page d'une certaine façon. Donc là il ne faut pas hésiter à impulser un rythme un peu plus élevé, quitte à les attendre évidemment de temps en temps, le but n'étant pas de les piéger. Oui, en fait ils sont tout à fait capables de s'adapter, même ceux qui sont en difficulté. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu des réticences parfois, en mode c'est trop dur, c'est pas assez de temps par exemple, mais en fait je pense que vu qu'on est professeurs, on sait ce que les élèves sont capables de faire pour ce niveau-là. Et il faut juste leur donner la confiance nécessaire pour qu'ils puissent s'en sortir. Ce qui fait qu'on en arrive à la fin d'heure. Là aussi, vous avez des rituels de sortie d'heure. Lorsque la sonnette, la cloche... Ouais, la sonnerie. La sonnerie retentit. Quand la sonnerie retentit, effectivement, ça ne veut pas dire que le cours est fini. C'est à vous d'indiquer quand est-ce que le cours est terminé. Si vous avez besoin de 30 secondes de plus, prenez les 30 secondes. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'un élève se lève et commence à ramasser ses affaires. Vous pouvez d'ailleurs lui faire la remarque, comme quoi c'est un manque de respect évident. À la fois pour ses camarades qui sont peut-être déjà en train de prendre une correction ou de terminer de noter un point de cours, ou de passer à l'oral, tout simplement. Ou de passer à l'oral. Voilà. Mais aussi un manque de respect vis-à-vis de vous. Et donc ça, il faut le marquer, c'est vous qui définissez lorsque le cours est terminé. La sortie en classe, elle se fait évidemment dans le silence. Alors, c'est pas toujours possible, mais il faut faire du mieux possible. Ouais. Là, par exemple, moi c'est quelque chose que je faisais pas encore l'année dernière parce que c'était pas encore dans mon réflexe. Et c'est vrai que ça a tout changé parce que c'est vrai que par exemple en art plastique, s'il y a de la peinture partout, etc., des pinceaux partout, finalement ça va être moi qui vais devoir tout nettoyer, tout ranger à l'interclasse ou même entre deux cours, ce qui est complètement impossible. Et en fait du coup ça responsabilise les élèves aussi de se dire on vient de faire quelque chose, il va falloir ranger, il va falloir laisser la classe propre pour ceux qui arrivent après. Et par exemple l'année dernière je sais que ça sonnait, il partait et je savais pas vraiment ce que je faisais de mal. Voilà, et en fait c'est vrai que de dire moi ce que je fais c'est que je dis les tables qui sont nickel et les plus calmes pourront partir en premier. Donc du coup ils sont tous à vite ranger, vite être calmes et ça marche vraiment. Ouais. C'est quelque chose qui est assez bénéfique. Vous pouvez faire des départs différenciés si vous êtes en colonne par exemple, la première colonne, moi je dis la table de machin peut y aller, la table de machin peut y aller, ça permet aussi de dire les prénoms et de valoriser ceux qui sont calmes et qui ont été à l'heure et attentifs. Il n'y a pas de papier par terre, etc. Ils peuvent y aller. Donc, ça veut dire que l'élève maintenant est complètement acteur de son apprentissage. Ça veut dire qu'évidemment, quand il est acteur, il est beaucoup plus évidemment actif sur son travail, mais ça veut dire qu'il est investi. Donc en termes de concentration, en termes d'efficacité aussi de la part des élèves, mais aussi d'apprentissage de l'autonomie, c'est un élément qui est extrêmement important. Et donc il faut penser, au moment où vous construisez votre cours, il faut penser ces éléments-là. Ce ne sont pas des cours qu'on projette et qui vont copier, absolument pas. Ce sont des études de cas, des mises en activité, des énigmes. Des choses qui vont vivre en fait. Oui, des choses qui vont vivre. Ça peut être des débats, des expériences. Des choses qui vont les marquer, qui pourraient les faire réfléchir hors du cours même.
tout à fait. Quitte à, pour ce qui est de l'histoire géo par exemple, à prendre 5-10 minutes pour raconter une histoire en fin d'heure. Ça, ils sont très friands de ça, ils sont extrêmement intéressés, notamment les 6e, 5e et même en 4e, ils font semblant. Mais en fait, ça les intéresse énormément. Vous pourrez raconter par exemple la guerre de Troie quand on fait les Grecs en histoire. Ça, c'est quelque chose qu'ils adorent et qu'ils vont retenir extrêmement bien. Alors même qu'ils sont beaucoup moins actifs, ils sont simplement dans toutes les petites anecdotes en fait qui vont leur permettre de bien mémoriser le cours et de s'y intéresser. On a parlé des rituels, mais pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent? Un rituel, tout simplement, c'est la prise en charge collective de comportements individuels. Et donc en fait vous avez un effet de groupe, un effet de masse en fait qui va se constituer. D'ailleurs quel que soit le rituel, là on parle des rituels en classe, c'est vrai pour des rituels religieux, c'est exactement le même processus. C'est une habitude que les élèves vont prendre et vont prendre par eux-mêmes au fil du temps. C'est vrai que si on le fait qu'une seule fois en début d'année, après au bout d'un moment ils vont plus y penser. Par contre si c'est quelque chose qui se fait à chaque heure de cours, ils savent que dans la classe de tel prof c'est comme ça et c'est souvent le cas de la plupart des profs finalement. Parler de tout ce qui est sanctions, alors on va commencer d'abord sur la partie bavardage parce que c'est un problème qui est très très fréquent et très pénible. Et après on ira un petit peu chercher les problèmes un petit peu plus graves on va dire. Comment faire pour gérer les cas de racisme, sexisme ou les choses beaucoup plus violentes que des bavardages. Donc pour ce qui concerne les bavardages, il va falloir y aller progressivement. Ce qu'on peut autoriser en tout cas c'est les chuchotages pendant l'activité, pas pendant que le professeur est en train d'expliquer les consignes. Moi je n'hésite pas à interpeller les élèves en disant là je suis en train de parler. Ça leur permet de se rendre compte qu'ils coupent la parole et que c'est une forme de manque de respect. On peut même s'arrêter tout simplement et toute la classe regarde l'élève fautif. Voilà. Et à partir de là on n'a même pas besoin de parler, un regard suffit. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Et en général l'élève se rend plutôt compte que il est en train de déranger le professeur et voilà. Il faut bien comprendre que dans les classes, vous n'aurez jamais une classe silencieuse parfaitement. Et ça, c'est une utopie. Il vaut mieux, de toute façon, les élèves ne peuvent pas rester silencieux 8 heures d'affilée. C'est le cas pour des adultes. Donc on ne va pas demander à des élèves d'autant plus qu'il y a des élèves en situation de handicap, en troubles hyperactifs, etc. Donc c'est totalement impossible. Ouais, c'est impossible. Et ils ont le droit de chuchoter entre eux puisque la plupart du temps on leur dit qu'ils peuvent travailler ensemble. Voilà. Ils peuvent travailler à 2, à 4. Un bon indicateur pour savoir si le bavardage est trop puissant ou non, c'est si on peut, à partir du moment où on peut entendre leur conversation, c'est que ils parlent trop fort. Sachant que vous tournez dans la salle. D'accord, là on ne l'a pas forcément dit, mais ne pas hésiter à se déplacer sans le faire trop non plus pour pas tourner le dos à certains. Oui, mais l'air du professeur statique qui reste assis à son dos, je crois, est assez révolu. Ouais. Donc la gestion des bavardages, c'est un élément très important parce qu'il perturbe tout simplement l'ambiance de classe, mais aussi l'ambiance de travail. Donc il va falloir le graduer, donc on va prendre des sanctions plus ou moins fortes. On va rappeler déjà à un élève, écoute là, il y a trop de bruit, ça c'est le premier rappel. Moi ce que je fais c'est que je fonctionne en 3 phases. Donc vu qu'on se voit que 55 minutes, déjà si je rappelle à l'ordre 3 fois un élève, ça fait déjà beaucoup. Sachant que si je le fais pour les 600 élèves, je sais pas combien ça fait, 3 fois 600, mais ça veut dire que je répète énormément de se taire. Et en fait c'est très très épuisant. Donc ce qu'on peut faire, c'est premier avertissement, prendre le carnet de l'élève sur votre bureau. Comme ça l'élève est prévenu dans un premier temps. Il sait qu'il a encore le droit à l'erreur, mais qu'il est prévenu. Deuxième chose, je lui rappelle bien que j'ai son carnet et que la prochaine fois, ce sera de trop. Et si l'élève persiste et continue, c'est à la fin une observation à la fin du cours. Sur Pronote, que les parents voient le soir la plupart du temps. Voilà. Ça demande beaucoup de travail ensuite à la maison parce que déjà, il faut s'en souvenir. Moi, j'écris sur mon carnet directement à qui je mets une observation, mais vraiment à la seconde près parce que sinon, après, j'oublie. Et puis voilà, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps après à la maison pour pouvoir tout écrire, mais bon, c'est un mécanisme à faire et voilà. Là, ça veut dire que c'est donnant-donnant, puisque en fait, un élève pour qui vous avez pris le carnet, il est sur votre bureau, cet élève va venir à la fin de l'heure vous voir. Si effectivement vous n'avez plus aucun reproche à lui faire, vous lui rendez le carnet. Donc c'est une forme d'échange. Voilà, le but c'est qu'il puisse repartir sans aucune observation et qu'il puisse apprendre de ses erreurs sans forcément être sanctionné à chaque fois. Et d'ailleurs, si vous prenez l'habitude de ça, les élèves vont vous demander, c'est une observation ou c'est un avertissement ?
Et la plupart du temps, c'est un avertissement, tout simplement. Non, là j'ai ton carnet, tu viens me voir à la fin de l'heure. Ce qui oblige aussi les élèves, puisque en fait, lorsqu'ils n'ont pas leur carte de collégien, ils ne peuvent pas rentrer au collège et ils sont collés par la vie scolaire. C'est-à-dire qu'ils vont systématiquement venir vous voir à la fin de l'heure et vous pouvez à ce moment-là avoir un échange avec eux. L'objectif, c'est quand même de discuter et de pas sanctionner de façon. Et n'hésitez pas, en fait, je pense, à renvoyer les élèves qui n'ont pas leur carnet de correspondance, parce que sinon c'est ingérable. S'il y a 5 élèves qui n'ont pas de carnet, en fait ils sont un petit peu intouchables. Et on peut le faire 2-3 fois si les élèves ne sont pas perturbateurs, mais à partir du moment où un élève ne vient jamais avec son carnet et qu'il est absolument intouchable pendant 1 mois voire 2, en fait ça devient juste insupportable, ingérable. Et du coup je pense que il faut couper court et aller directement droit au but. On peut pas faire à sa place. Lorsque vous avez mis l'observation aux parents, vous passez tout de suite à des sanctions plus fermes. C'est-à-dire que si l'élève continue, là effectivement il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez le coller, tout simplement, le mettre en retenue. C'est une retenue, vous le gardez de 17 à 18 heures par exemple. Vous pouvez le prévenir que vous allez appeler ses parents, c'est une menace qui fonctionne extrêmement bien avec la plupart des élèves. Vous pouvez aussi éventuellement l'envoyer chez un collègue. Il arrive qu'on échange des élèves entre salles de classe. On prévoit à l'avance, on se dit écoute, si tu as des difficultés, tu peux m'envoyer un élève, etc. En général, ça calme 99% des élèves. Il faut bien comprendre ici qu'il y a 3 éléments auxquels il faut tenir compte. Le premier, c'est la mise en danger. La mise en danger, je ne parle pas simplement des bavardages, mais là on va passer à des éléments plus graves. La mise en danger, c'est-à-dire mise en danger de la classe, ou mise en danger des autres élèves évidemment, ou de vous-même. Là, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de gradation de sanction. Là, la mise en danger, c'est une exclusion automatique. Et ça doit être un réflexe pour vous. On parle de mise en danger. Il ne faut pas avoir peur de sanctionner en fait, parce qu'en début de carrière, je pense qu'on se dit oui mais pauvre élève, on sait ce qu'il vit à la maison, etc. Et en fait, c'est pas de lui rendre service que de rien faire. La sanction n'est pas là pour le punir, en fait, elle est là pour le faire évoluer. Même s'il y aurait peut-être de meilleurs moyens, en tout cas pour l'instant on utilise ça dans le second degré. Mais voilà, la sanction n'a pas du tout pour but de punir ou de pointer du doigt un élève. Elle est là pour lui montrer qu'il y a encore des choses à travailler et pour justement qu'il puisse s'en rendre compte et travailler là-dessus. Ce qui m'amène rapidement à 2 points essentiels. Le premier point, c'est qu'un élève doit toujours comprendre la sanction que vous allez lui mettre. Toujours comprendre pourquoi est-ce qu'il tout simplement, il vous remettra en cause beaucoup moins s'il comprend le pourquoi. Effectivement, si vous avez utilisé cette gradation, en fait l'élève sait. Donc au moment où la sanction tombe, il sait déjà pourquoi elle tombe. Ça évite les phrases ou les remarques du style mais j'ai rien fait, c'est pas moi qui parlais, etc. Si 3 fois vous lui avez fait la remarque qu'il était en train de parler, il va moins pouvoir vous dire c'est pas moi ou voilà. Deuxième élément important, il faut que l'élève comprenne que c'est son comportement qui est sanctionné et pas lui-même en tant que personne. D'ailleurs, c'est la même chose pour les notes. Vous notez un travail, vous ne notez pas un élève. Ça, il faut que ce soit très clair. Vous pouvez l'exprimer à la classe. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je leur dis j'ai pas regardé les prénoms avant de noter. Franchement, j'ai regardé que votre travail. J'ai pris tout le monde. J'ai fait des tas entre très bien, moyen et pas très bien. Et puis j'ai fait ça comme ça, et il n'y a que à la fin, quand je rentre les notes, que je vois le prénom de l'élève. Oui, c'est aussi mon cas. Il m'arrive très souvent de corriger des copies sans avoir les noms des élèves. C'est après coup, en les rentrant sur Pronote, que je remarque. On va passer maintenant aux choses un petit peu plus graves et plus délicates à gérer en classe. Donc un petit peu le summum de ce qui pourrait vous arriver, mais qui va vous arriver inévitablement. Ça va être du coup tout ce qui est acte de racisme, sexisme, violence physique ou verbale. Ça va être envers vous ou entre les élèves, ce genre de choses. Comment régler ça? Donc il va falloir être très ferme et ne pas hésiter à utiliser les grands moyens entre guillemets. Donc ça va être par exemple renvoi, heure de colle, appeler les parents, tout ça. Il faut que ce soit relativement automatique, c'est-à-dire que si c'est un manque de respect envers le professeur, la sanction il faut qu'elle tombe immédiatement. Vous n'êtes plus dans la négociation. Là où sur les petits bavardages, là où sur les petits éléments, on peut éventuellement avec le matériel, on peut avec les élèves éventuellement en discuter, évaluer les choses. Là vous n'êtes
plus du tout sur le même plan en fait. Là, il y a remise en cause du professeur, remise en cause de sa parole, remise en cause de son intégrité par exemple en tant que professionnel. Et c'est là où il va falloir agir très très vite et très fermement. Sinon, l'élève va s'autoriser certaines libertés. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense, que vous allez pouvoir perdre un petit peu le contrôle de votre classe. Tout va se jouer aussi sur les choses un petit peu plus graves. Si un professeur sait gérer une violence ou si le professeur est juste, les élèves vont le voir et ça va beaucoup mieux se passer ensuite. Parce qu'il faut bien comprendre que la classe, c'est quand même un collectif. Et quand vous sanctionnez un élève, en fait, tout le monde le voit. Tout le monde est au courant. Et donc, en fait, vous ne sanctionnez pas simplement l'élève pour son comportement, vous le sanctionnez aussi en tant qu'exemple pour la classe. Non pas parce que vous voulez faire un exemple, mais ça fait office d'exemple, effectivement, pour tout le monde. Et c'est extrêmement important. Vous pouvez perdre une classe sur un événement très précis, et notamment sur les cas très graves. Sexisme, racisme, insolence. Si vous faites rien, les élèves vont pas vous prendre comme quelqu'un finalement source de professionnel. Fiable. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas fiable, et ils attendent de ça en fait. Une partie de la légitimité que vous allez construire, c'est le fait que vous leur apportez quelque chose en tant que professeur avec un savoir et des compétences, mais que vous leur apportez aussi quelque chose en termes de savoir-vivre. Et cet élément-là, et en termes de sécurité aussi. D'accord ? En termes de sécurité, et si vous arrivez à sécuriser la classe, ils se sentent bien, ils se sentent écoutés, ils se sentent respectés, ils ont droit à l'erreur, ils ont droit finalement aussi de chuchoter, d'échanger avec les autres. S'ils sont dans un confort finalement de travail, ils vont vous respecter pour ça. Et c'est vraiment une part de votre légitimité qui est extrêmement importante. Merci beaucoup en tout cas Nicolas d'avoir été là sur cette chaîne. Et puis peut-être qu'on se reverra dans une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, ça nous fera toujours très plaisir. On a passé le cap des 800 abonnés sur YouTube, je vous fais un immense merci, vraiment c'est super. Donc j'ai vu aussi que beaucoup de gens n'étaient pas abonnés, donc si vous me suivez et voilà, c'est un signe de soutien. En tout cas, ça me ferait très plaisir et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, on vous salue d'Islande. Putain, j'aille là-bas, j'ai envie de faire des photos.